Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récit. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville et à quelle heure vous nous rejoignez aujourd'hui. L'histoire qui va suivre n'est pas une fiction, mais une reconstitution méticuleuse, assemblée à partir des archives oubliées de la préfecture du Rhône, de notes marginales dans les registres paroissiaux et d'articles jaunis par le temps, parus dans les pages du Progrès de Lyon. Nous allons nous plonger au cœur de l'année 1891, dans une ville alors au sommet de sa gloire industrielle, mais où les ombres des vieilles légendes s'accrochaient encore aux pavés humides de ses ruelles. C'est l'histoire d'une famille respectable, les Dupont, négociants en soie, dont le nom était synonyme de probité et de réussite. Mais derrière les murs de leur demeure cossue, ils étaient les gardiens d'un secret terrifiant. Un abîme niché au centre de leur propre cour, un puits qui semblait défier les lois fondamentales de la nature et de la mort. Lyon, en cette fin de XIXe siècle, est une cité de contrastes saisissants. Sur les pentes de la Croix-Rousse, le bruit incessant des métiers à tisser, bistan-claquepan des canuts, rythme la vie d'un quartier laborieux et fier. La nuit, les becs de gaz projettent des lueurs spectrales sur les façades des hauts immeubles, et dans le dédale des traboules, ces passages secrets qui percent le cœur des îlots. C'est une ère de progrès scientifique, de bourgeoisie triomphante, mais où les superstitions ancestrales et les peurs des miasmes et des malédictions demeurent vivaces. C'est dans ce décor que prospère la famille Dupont. Leur propriété, située sur le plateau, est un havre de paix et d'ordre, non loin de l'agitation du marché. Ils sont un pilier de la communauté, leurs dons à l'église Saint-Polycarpe sont généreux, leur réputation est sans tache. Pourtant, dans les cafés de la place des terreaux, des murmures commencent à naître, des questions sans réponse sur l'étrange isolement de cette famille modèle. Le noyau familial lui-même est une étude de tension silencieuse, observée par des voisins et rapportée dans des correspondances privées. Augustin Dupont, le patriarche de 52 ans, autrefois homme d'affaires affable, est devenu taciturne, son regard souvent perdu dans la contemplation du puits de sa cour. Son épouse, Éléonore, a abandonné toute vie sociale, se murant dans une dévotion quasi fanatique, ses prières ressemblant davantage à des supplications adressées à une force obscure qu'au divin. Leur fils unique, Victor, un jeune homme de 19 ans à la santé fragile, passe ses journées reclus, remplissant des carnets de dessins obsessionnels, représentant inlassablement la même spirale sombre, une vue plongeante vers un vide insondable. La famille n'utilise jamais l'eau de son puits, pourtant réputée la plus pure du quartier. Les domestiques, quant à eux, ne restent jamais longtemps, renvoyés pour des motifs futiles, surtout s'ils ont le malheur de s'approcher de la cour une fois la nuit tombée. Quelle était la nature de cette peur, qui les rongeait de l'intérieur et les forçait à vivre comme les prisonniers de leur propre demeure? Lyon, en cette fin de XIXe siècle, est une métropole de contrastes violents, une cité double où le vacarme du progrès industriel tente en vain de couvrir les murmures des légendes anciennes. Sur les pentes escarpées de la Croix-Rousse, le son mécanique et incessant des métiers à tisser, le fameux bistan-claquepan des canuts, impose son rythme à des journées entières de labeur acharné. Mais lorsque le soir tombe et que les becs de gaz s'allument, projetant des lueurs spectrales sur les pavés humides, une autre réalité se dévoile. Les ombres s'allongent et dansent, transformant les façades austères des hauts immeubles en visages inquiétants. C'est une ère de science triomphante, de bourgeoisie affairée, mais où la peur des miasmes, des cours maudites et des mauvais présages demeurent profondément ancrés dans l'inconscient collectif, une survivance tenace du passé. C'est dans ce décor que la famille Dupont a établi sa demeure, sur le plateau de la Croix-Rousse, un havre de respectabilité dominant l'agitation des pentes. Leur propriété, non loin du marché animé et du labyrinthe secret des traboules, est un symbole de réussite et d'ordre. Pourtant, les archives de la vie sociale lyonnaise de l'époque, comme le Journal d'un bourgeois de Lyon,
tenu par un certain notable anonyme, note déjà une fissure dans cette façade. Les rumeurs, nées dans le brouhaha des cafés de la place des terreaux, s'infiltrent jusque dans les messes chuchotées à l'église Saint-Polycarpe. On y parle de la piété excessive d'Éléonore, des absences de plus en plus longues d'Augustin. La ville, experte en secret, sentait instinctivement qu'un mystère rongeait cette famille modèle. Un drame silencieux, joué derrière des rideaux de velours bien tirés. Les chroniques officielles, elles, gardent le silence. Les pages du Progrès de Lyon de l'année 1891 sont remplies de comptes rendus sur l'expansion des manufactures de soie, les débats municipaux et les avancées de l'hygiénisme. Les registres de la préfecture du Rhône, consultés pour notre enquête, ne mentionnent que des faits divers classés sans suite, des disparitions d'animaux, des plaintes pour tapage nocturne, jugées sans fondement. Ces documents dressent le portrait d'une ville rationnelle, tournée vers l'avenir. Pourtant, c'est dans les marges de cette histoire officielle que la vérité se cache, dans les non-dits et les témoignages écartés. Dans une cité où chaque traboule est une invitation à se perdre, comment est-ce étonné que les secrets les plus sombres empruntent eux aussi des chemins dérobés, loin du regard des autorités? Au cœur de cette énigme se trouve la famille Dupont, un triptyque de silence et d'anxiété dont les contours nous sont parvenus à travers les correspondances privées de leurs contemporains. Augustin Dupont, le patriarche de 52 ans, est dépeint dans les registres du commerce comme un négociant en soie à la poigne de fer, un homme dont la parole faisait loi sur les marchés de la presqu'île. Sa réputation était un capital aussi précieux que ses ballots de tissu. Pourtant, les lettres d'un de ses associés, conservées aux archives municipales, révèlent une transformation alarmante. L'homme d'affaires, autrefois affable, était muet en une sentinelle taciturne. Il passait des heures entières, immobile dans sa cour, le regard fixé sur la margelle du puits, comme s'il attendait une réponse ou redoutait une question venant des profondeurs. Son obsession était telle qu'il négligeait ses affaires, son silence devenant une source de rumeurs aussi tenace que l'humidité des traboules lyonnaises. À ses côtés, Éléonore, son épouse de 48 ans, incarnait une autre forme de déclin. Autrefois, l'une des hôtesses les plus prisées des cercles bourgeois de la Croix-Rousse, elle avait subitement déserté le monde. Les pages mondaines du Progrès ne mentionnaient plus son nom. Selon une note marginale retrouvée dans le registre de la paroisse Saint-Polycarpe, le curé s'inquiétait de sa dévotion devenue quasi hystérique. Elle ne manquait aucune messe, mais ses prières, murmurées dans l'ombre d'un pilier, ne semblaient pas s'adresser au ciel. Un témoignage d'une voisine, consigné bien des années plus tard, la décrit agenouillée dans son jardin, non pas face à l'église, mais face au puits, ses litanies ressemblant moins à des louanges divines qu'à des supplications désespérées. Une négociation menée avec une entité obscure qu'elle seule semblait connaître et craindre. Le dernier membre de cette trinité recluse était Victor, leur fils unique de 19 ans. Le médecin de famille, dans un carnet consulté pour cette enquête, le qualifiait de jeune homme à la constitution fragile, en proie à une mélancolie nerveuse. Mais sa claustration dépassait le cadre d'une simple maladie. Victor vivait barricadé dans sa chambre, transformé en atelier d'artiste et en prison. Il ne peignait ni ne dessinait les paysages de la ville ou les portraits de ses parents. Ses carnets, des dizaines et des dizaines, étaient remplis d'une unique et obsessionnelle image. Une spirale sombre, vertigineuse, une vue plongeante dans un abîme sans fond qui n'était autre que la représentation de la gueule béante du puits familial. Chaque trait, chaque volute d'encre de Chine, semblait une tentative de comprendre ou d'exorciser la terreur qui l'habitait, un dialogue muet avec le vide. Elles, étrangeté de leurs comportements individuels, se cristallisaient autour d'un pacte familial tacite. Le puits était un sanctuaire interdit. Les archives de l'Agence pour l'emploi de l'époque montrent une rotation anormalement élevée de personnel domestique à leur adresse. Une ancienne servante, interrogée par un agent de police pour une affaire sans lien, a laissé un témoignage révélateur.
Elle fut renvoyée sur-le-champ pour avoir voulu puiser de l'eau, pourtant réputée la plus pure du quartier. La nuit, la cour était un territoire proscrit. Toute personne s'en approchant était congédiée sous des prétextes futiles. La famille vivait ainsi, comme les gardiens d'une relique maudite, s'abreuvant à la fontaine publique plutôt que de toucher à leur propre source. Quelle était donc la nature de cette peur qui les rongeait de l'intérieur, les forçant à vivre comme les prisonniers de leur propre demeure? Les premiers murmures ne furent pas des accusations, mais des chuchotements teintés d'une étrange incrédulité, née dans le dédale des allées du marché de la Croix-Rousse. Tout commença par des phénomènes que l'on aurait pu qualifier d'anodins, de simples coïncidences. Un artisan du quartier, qui avait perdu un ciseau à bois précieux, le retrouva une semaine plus tard, non pas dans la boue où il était tombé, mais posé délicatement sur la margelle du puits des Dupont. L'outil était immaculé, dépourvu de la moindre trace de terre ou de rouille, comme s'il venait d'être poli. Quelques jours après, ce fut le tour d'une poupée de chiffon, égarée par une fillette. Elle réapparut au même endroit, ses couleurs ravivées, son tissu sec malgré la bruine matinale. Ces objets, rendus par une main invisible, n'étaient pas jetés au hasard. Ils étaient offerts, présentés comme des présents énigmatiques, transformant la cour des Dupont en une scène de théâtre silencieux dont le voisinage devenait le public perplexe et fasciné. La fascination, cependant, céda bientôt la place à une inquiétude sourde. L'incident qui fit basculer la perception du quartier fut la réapparition du chat de la mère Tissot, un matou noir disparu depuis près d'un mois. On le retrouva un matin, gisant sur les pavés à quelques pas du puits. Mais ce haine n'était pas la mort de l'animal qui glaça les esprits. Était l'état de sa dépouille. Le corps ne portait aucune trace de décomposition. Son pelage était lustré, ses yeux vitreux semblaient encore observer le monde, et une absence totale de l'odeur de la mort flottait autour de lui. Il était comme une statue de cire, une effigie parfaite figée dans le temps. La nature elle-même semblait suspendre ses lois aux abords de cette propriété. La nouvelle se répandit, non plus comme une anecdote curieuse, mais comme un présage funeste. Le puits ne se contentait plus de rendre les objets inanimés. Il semblait désormais toucher au domaine sacré de la vie et de la mort, et ce qu'il montrait était une violation de l'ordre divin. Ces événements étranges finirent par laisser des traces, même dans les archives officielles, bien que celles-ci fussent dispersées et minimisées. Une brève note retrouvée dans la section des faits divers du Progrès de Lyon, daté d'octobre 1891, mentionne sans nommer la famille une « curiosité géologique » dans une propriété du plateau, où le sol semble refuser la corruption naturelle des matières organiques. Plus troublant encore, un rapport de police de la préfecture du Rhône, classé sans suite, consigne la plainte d'un voisin direct des Dupont. L'homme, décrit comme un individu sobre et crédible, affirmait entendre, durant les nuits sans lune, des choses remuées sous la terre, un son sourd et glissant, non pas celui de l'eau, mais d'une masse qui se déplace lentement dans les profondeurs. La science proposait une explication. La police classait l'affaire, mais pour ceux qui vivaient à l'ombre de la maison Dupont, une question terrifiante commençait à s'imposer. Si ce puits ne contenait que de l'eau, et pourquoi semblait-il décider de ce qui avait le droit de disparaître et de ce qui devait être rendu au grand jour? Face à l'accumulation de ces phénomènes anormaux, les rumeurs ne suffisaient plus. Une enquête informelle, menée par des individus que le mystère des Dupont avait fini par obséder, commença à se dessiner dans l'ombre. Le premier fil fut tiré depuis le lieu le plus sacré de la communauté, l'église Saint-Polycarpe. Dans un carnet personnel, retrouvé bien des années plus tard, le curé de la paroisse, le père Rougier, consigna ses tourments concernant l'une de ses ouailles. Éléonore Dupont, écrivit-il, ne venait plus en confession pour soulager sa conscience de péchés ordinaires. Ses aveux, murmurés à travers la grille du confessionnal, étaient d'une nature bien plus sombre et déroutante. Elle parlait d'une dette ancienne, une sorte de pacte contracté par la famille bien avant sa naissance,
et d'un gardien qui vivait sous leur sol, un gardien qui ne dormait jamais et dont il fallait apaiser la patience. Le prêtre, désemparé, nota son impuissance. Comment absoudre une âme qui ne craignait pas l'enfer, mais plutôt que la terre sous ses pieds ne s'ouvre? La deuxième strate de cette investigation clandestine nous vient des archives de la gendarmerie, non pas d'un rapport officiel, mais du témoignage d'une ancienne domestique congédiée sans ménagement. La jeune femme, nommée Jeanne, raconta une histoire qui défiait la raison. Un soir, chargée de vider un seau d'eau sale, et par paresse, elle l'avait jeté dans le puits de la cour plutôt que dans le caniveau de la rue. La réaction de ses employeurs fut immédiate et d'une violence disproportionnée. Elle fut renvoyée sur le champ. Le plus étrange survint le lendemain matin. En venant chercher ses maigres affaires, elle découvrit le seau posé sur la margelle. Il était plus sale. Au contraire, il était parfaitement propre, sec, comme s'il avait été récuré. Et à l'intérieur reposait une unique fleur noire, aux pétales flétris comme du velours usé, d'une espèce qu'elle n'avait jamais vue. Le puits n'avait pas simplement avalé l'offense, il l'avait corrigée et avait laissé en retour un symbole de mort et de gratitude macabre. Le cercle se resserra encore davantage avec les notes du docteur Fournier, le médecin de famille, un homme de science qui se heurtait à une pathologie de l'âme. Appelé au chevet du jeune Victor, il décrivit dans son journal des crises de terreur nocturne d'une rare intensité. Le jeune homme, trempé de sueur, ne criait pas. Il murmurait inlassablement la même phrase. Je l'entends appeler par le bas. Le médecin, dans un premier temps, diagnostiqua une mélancolie nerveuse exacerbée par l'isolement. Mais ce diagnostic vacilla lorsqu'il eut l'occasion de feuilleter les carnets de son patient. Ce que Victor dessinait n'était pas une simple spirale abstraite. Les croquis les plus récents, réalisés avec une précision terrifiante, montraient une vue en coupe du puits, et sur les parois, à peine esquissées dans l'obscurité, se distinguaient des formes vagues, des silhouettes presque humaines, agrippées à la pierre, comme si elles tentaient de remonter vers la lumière. Une main décharnée semblait même sortir de l'eau noire. Mais la pièce maîtresse de ce puzzle macabre, celle qui fit basculer le mystère dans l'horreur pure, fut découverte bien plus tard, cachée dans le double fond d'une secrétaire. Il s'agissait du journal intime d'Augustin Dupont. Les premières pages étaient celles d'un commerçant méticuleux, mais au fil des années, l'écriture devenait erratique. Les comptes laissaient place à des phrases laconiques et glaçantes. Il y parlait des offrandes, nécessaires pour maintenir le calme, de sa peur constante que l'abîme ne déborde et n'engloutisse sa maison et sa famille. Il décrivait les objets rendus par le puits comme des cadeaux refusés, des présents jugés insuffisants. Puis, la dernière entrée, datée de quelques semaines seulement avant le début de notre récit, tenait en une seule phrase. Une phrase qui redéfinissait toute la nature de la peur des Dupont et ouvrait la porte à une abomination sans nom. Il rejette nos cadeaux. Il a faim d'autre chose. Événement qui allait faire basculer le murmure en clameur et le mystère en effroi, survint lors d'une matinée brumeuse de novembre 1891. Un couvreur, nommé Jean-Claude Rivet, travaillait sur la toiture d'un immeuble adjacent à la propriété des Dupont. Selon les témoignages de ses collègues, consigné dans le rapport d'enquête de la préfecture, l'homme aurait perdu l'équilibre, glissant sur les tuiles rendues humides par le crachin lyonnais. Sa chute fut suivie d'un cri bref, puis d'un silence absolu. Les recherches commencèrent immédiatement, mais furent vaines. Ni son corps, ni la moindre trace de sa chute ne furent retrouvés dans la ruelle en contrebas. La logique dictait qu'il avait dû atterrir dans l'une des cours intérieures. Toutes furent inspectées, à l'exception d'une seule, celle des Dupont, dont la porte demeura obstinément close. L'accident de travail se mua alors en une affaire de disparition inquiétante, et tous les regards se tournèrent vers la maison silencieuse et son puits énigmatique. Face au refus catégorique d'Augustin Dupont d'autoriser la moindre inspection, invoquant une violation de sa propriété privée, le commissaire chargé de l'affaire, un homme pragmatique et peu enclin aux superstitions locales,
Senti sa patience s'éroder. La réputation de la famille, autrefois un bouclier, devenait désormais un catalyseur de soupçons. Le rapport du commissaire, adressé au juge d'instruction, est sans équivoque. Le sieur Dupont fait montre d'une obstruction systématique et déraisonnable, tandis que son épouse semble paralysée par une terreur qui dépasse la simple crainte de l'autorité. Leur comportement n'est pas celui de citoyens innocents protégeant leur intimité, mais celui de gardiens protégeant un secret inavouable. Le mandat de perquisition fut accordé en moins de 24 heures. L'inviolabilité du domicile des Dupont était sur le point de être brisée, et avec elle, le sceau qui retenait leur terrible vérité. L'après-midi suivant, sous un ciel de plomb, 2 gendarmes forcèrent la grille de la cour. La scène qui se joua alors fut d'une tension extrême. Augustin, blême mais rigide, Éléonore, récitant des prières inaudibles, et Victor, observant la scène depuis une fenêtre du premier étage, son visage pâle collé à la vitre. Le commissaire ordonna qu'une puissante lanterne à pétrole soit descendue dans le puits. Le silence était total, rompu seulement par le grincement de la poulie et le cliquetis de la chaîne. La lumière s'enfonça lentement dans les ténèbres, projetant des ombres dansantes sur les visages pétrifiés. L'air qui remontait des profondeurs était anormalement froid, dénué de l'odeur habituelle de terre humide et de vase. Il portait une senteur de poussière millénaire et de quelque chose d'autre, une absence d'odeur, le vide olfactif de ce que la nature elle-même a oublié. Alors que la lanterne continuait sa descente, l'un des gendarmes, penché au-dessus de la margelle, poussa une exclamation de stupeur. La lumière révélait l'impensable. À quelques mètres sous la surface, les parois du puits N étaient pas faites de pierres de taille, comme le voulait la construction traditionnelle. C était une mosaïque grotesque et compacte, un amalgame anormalement lisse d'une myriade d'objets divers. On y distinguait des outils rouillés, des fragments de vaisselle, des lambeaux de vêtements, des jouets d'enfants et, çà et là, l'éclat sinistre d'ossements d'animaux, le tout comme cimenté par une force inconnue. C était comme si le puits avait, au fil des siècles, absorbé et intégré à sa propre structure tout ce qui lui avait été confié. Au centre de cette tapisserie macabre, la chaîne de la lanterne plongeait toujours dans un vide noir et insondable. Le corps du couvreur disparu, lui, était introuvable. Cette révélation changea instantanément la nature de l'enquête et la perception de la tragédie. Le silence des Dupont N était plus un aveu de culpabilité, mais la marque d'une servitude terrifiante. Les autorités comprirent alors qu'ils ne faisaient pas face à des meurtriers cherchant à dissimuler un crime, mais à des geôliers, prisonniers d'une anomalie qui vivaient et se construisaient sous leur propre maison. Leur isolement, leur peur, leur étrange rituel de non-utilisation de l'eau prenait un sens nouveau et effroyable. Le puits ne se contentait pas de faire disparaître les choses. Il les collectionnait, les exposait, bâtissait ses murs avec les secrets et les pertes du quartier. Ils avaient enfin compris la nature de leur fardeau. Ils ne gardaient pas un secret, C était le secret qui les gardait prisonniers. La nouvelle de la composition macabre du puits se propagea dans Lyon avec la rapidité d'une épidémie. Les pages du Progrès de Lyon, habituellement consacrées aux affaires commerciales et aux mondanités, se firent, elles, écho sensationnaliste de l'abîme de la Croix-Rousse. La demeure des Dupont, autrefois symbole de discrétion bourgeoise, se mua en une attraction morbide. Des foules se pressaient jour et nuit contre les grilles, espérant apercevoir un fragment de l'horreur, chuchotant des théories plus folles les unes que les autres. Face à ce chaos, les autorités agirent avec fermeté. Augustin Dupont fut arrêté pour obstruction à la justice et entrave à l'enquête. Les registres de son incarcération à la prison Saint-Paul le décrivent comme un homme brisé, mais obstinément silencieux. Son mutisme N étant plus perçu comme de l'arrogance, mais comme la prostration d'un homme écrasé par un fardeau trop lourd. Pendant ce temps, Éléonore et Victor restèrent reclus, fantômes dans leur propre maison, leur silence une complainte plus éloquente que n'importe quel aveu. L'enquête se retrouva dans une impasse totale. La science de l'époque
Si fier de ses certitudes positivistes, se heurtait à un phénomène qui défiait toute classification. Les archives municipales conservent les minutes d'une réunion extraordinaire où géologues, ingénieurs des mines et médecins légistes débattirent sans parvenir à la moindre conclusion. Le puits N n'était pas une formation naturelle. Sa structure violait les lois de la sédimentation et de la physique. Mais le point le plus crucial restait l'absence du corps de Jean-Claude Rivet. L'ouvrier couvreur. Le puits était un tombeau, mais un tombeau vide. Incapables de comprendre, les autorités prirent une décision radicale, consignée dans un décret préfectoral daté du 3 décembre 1891. Puisque l'anomalie ne pouvait être expliquée, elle devait être anéantie. L'ordre fut donné de faire usage de dynamite pour provoquer l'effondrement du puits et le sceller à jamais sous des tonnes de gravats, un acte de force pour masquer une profonde ignorance. Le jour de la démolition, un périmètre de sécurité fut établi, transformant le quartier en une scène de théâtre angoissante. Après une détonation sourde qui fit trembler les fenêtres des immeubles voisins, un nuage de poussière âcre, éleva de la cour des Dupont. L'opération semblait un succès. Le puits N était plus qu'un cratère béant rempli de terre et de pierres brisées. Mais alors que les ouvriers commençaient à déblayer les abords pour s'assurer de la stabilité du sol, la pioche de l'un d'eux heurta une surface dure et anormalement plate. Ce n'était pas le rocher du sous-sol lyonnais. En dégageant la terre, ils mirent au jour une vision anachronique et stupéfiante, une stèle de pierre massive, rectangulaire, portant les marques indubitables d'une main antique. Gravée dans la roche, une inscription latine, érodée par les siècles mais encore lisible, attendait dans l'ombre, message d'une civilisation disparue adressée à un futur qu'elle ne pouvait concevoir. L'expertise d'un conservateur du musée gallo-romain de Fourvière fut requise en urgence. Penché sur la pierre, à la lueur d'une lanterne, il déchiffra les lettres capitales avec une incrédulité grandissante. L'inscription était fragmentaire, mais sa signification était sans équivoque. Locus qui non retine mortuos. Un lieu qui ne retient pas les morts. Cette phrase fut une seconde déflagration, bien plus violente que celle de la dynamite. Elle recadrait toute l'histoire. Le puits N n'était pas la source du mal, mais simplement le sceau moderne, la fermeture d'un site bien plus ancien. Une faille dans la réalité que les Romains eux-mêmes avaient identifiée et redoutée. La peur des Dupont prenait alors sa dimension véritable. Ils n'étaient pas les gardiens d'un secret de famille, mais les héritiers involontaires d'une sentinelle millénaire, chargée de veiller sur une porte que la terre elle-même refusait de fermer. Un endroit où les lois de la décomposition et de la finalité étaient suspendues. Le puzzle macabre trouva sa dernière pièce, la plus déroutante, 3 jours plus tard. Un rapport de la gendarmerie fluviale signala la découverte d'un corps flottant dans les eaux de la Saône, à plusieurs kilomètres en aval de Lyon. Il fut rapidement identifié. C.E. était Jean-Claude Rivet. Mais le rapport du médecin légiste, archivé sous le numéro 78B à la préfecture, ajouta une couche d'horreur à l'incompréhensible. Le corps ne présentait aucune trace de séjour prolongé dans l'eau et, détail glaçant qui défiait toute logique, ses poumons étaient entièrement vides. L'homme N n'était pas mort noyé. Il n'était pas tombé dans le puits pour être ensuite rejeté dans la rivière. Son corps avait été déplacé, déposé là par une force inconnue. Les autorités pensaient avoir mis fin à un drame sordide, mais n'avaient-elles pas plutôt violé un sanctuaire dont la stèle n'était que le premier avertissement? Le mystère du puits des Dupont venait de laisser place à une question bien plus vaste. Quelle était la nature de cette chose qui ne retenait pas les morts? Et où les envoyait-elle? Après la découverte de la stèle et la réapparition macabre du corps de Jean-Claude Rivet, l'histoire officielle de la famille Dupont s'achève dans le silence et la dissolution. Augustin mourut en prison, non pas de maladie, mais d'une sorte de épuisement de l'âme, son silence obstiné l'accompagnant jusqu'à son dernier souffle. Éléonore
fut internée à l'asile du Vinatier, où elle passait ses journées à tracer des spirales sur les murs de sa cellule, murmurant des prières à une divinité du sous-sol. Quant à Victor, il disparut sans laisser de traces, s'évanouissant dans les brumes de la ville comme une de ces esquisses fantomatiques. La maison, maudite et vidée de ses gardiens, fut laissée à l'abandon. Pendant des années, elle demeura une carcasse vide sur le plateau de la Croix-Rousse, une verrue architecturale que les Lyonnais évitaient avant que la modernité du début du XXe siècle, dans son désir hygiéniste d'effacer les cicatrices du passé, ne la rase pour la remplacer par un immeuble aux lignes fonctionnelles et sans mémoire. Aujourd'hui, à l'endroit même où S élevait la demeure des Dupont, se dresse un bâtiment d'habitation moderne dont l'architecture sobre ne trahit en rien le drame qui s'est joué sous ses fondations. Au centre de sa petite cour intérieure, là où se trouvait jadis la margelle du puits, repose une simple plaque de égout circulaire en fonte, banale et anonyme. Pourtant, le passé refuse de se laisser entièrement ensevelir. Les habitants de l'immeuble se plaignent parfois, même au cœur des étés les plus chauds, d'une froideur anormale qui semble émaner du sol à cet endroit précis. Un froid qui s'infiltre à travers les semelles et remonte le long des jambes. Une légende urbaine, tenace et chuchotée entre voisins, a même vu le jour. On dit que si l'on perd un objet de peu de valeur dans le quartier, une clé, un gant, il ne faut pas désespérer. Il suffit d'aller jeter un œil, le lendemain matin, près de cette plaque de métal. Parfois, l'objet est là, posé proprement sur le bitume, comme rendu par une main invisible. Mais c'est la nuit, lorsque le bruit de la ville s'apaise et que le silence se pose sur la colline de la Croix-Rousse, que l'écho le plus troublant du mystère se fait entendre. Quelques résidents, ceux dont le sommeil est léger ou l'imagination fertile, jurent percevoir un son très faible, presque imperceptible, montant des profondeurs de la terre. Ce n'est pas le murmure de l'eau dans les canalisations, ni le grondement lointain du métro. C'est autre chose. Un bruit de glissement lent, un frottement sec et continu, comme si, sous des tonnes de béton et de remblais, une collection d'objets hétéroclites était doucement, patiemment et sans fin, en train d'être réorganisée par une force invisible qui ne dort jamais. L'abîme, rendu aveugle par les hommes, et continue peut-être son œuvre d'archiviste de l'oubli dans l'obscurité la plus totale. Le puits des Dupont a été comblé, dynamité, scellé. La science et la raison ont cru pouvoir refermer une parenthèse anormale dans l'histoire de la ville. Mais en détruisant le puits, n'ont-ils fait que briser le sceau qui contenait une anomalie bien plus vaste? L'inscription latine parlait d'un lieu qui ne retient pas les morts. Était-ce une simple superstition antique ou la description littérale d'une faille dans notre réalité? Le mystère demeure entier, flottant dans les traboules de Lyon, aussi impénétrable que le brouillard qui, certains matins, monte des eaux sombres de la Saône. Le puits des Dupont-N était-il qu'une anomalie géologique ou la prison d'une entité ancienne? Et comment expliquer la réapparition du corps de l'ouvrier si loin et si intact? Laissez votre théorie dans les commentaires ci-dessous.